7h49 sur iTélé, matinale spéciale François Hollande sur TF1 hier soir, bien sûr, presque 2 heures d'émission et beaucoup de réactions ce matin. Évidemment, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous demander tout simplement si quelque chose me dit en tout cas que vous n'êtes pas forcément convaincu par ce qu'a annoncé le président de la République, mais est-ce qu'au moins sur les JO de 2024 à Paris, vous, l'élu parisienne, vous dites, bon là, bravo. Attendez, moi, ça fait plus d'un an que je demande à ce qu'on se batte sur les JO à Paris pour les avoir, parce que c'est un grand événement qui permet de mobiliser tout le monde de manière positive. C'est très médiatisé, donc ça permet aussi de valoriser un pays. On avait vu d'ailleurs ce que ça avait apporté à Londres. Mais d'abord, de voir François Hollande qui l'annonce comme une des annonces principales, c'est-à-dire qui annonce que si la ville de Paris voulait bien, peut-être il soutiendrait, alors que de toute façon, vous l'avez dit, ça se passe en 2024, c'est-à-dire bien après la fin de son mandat. Franchement, j'ai trouvé ça complètement décalé. Et puis surtout, le fond du sujet, c'est qu'aujourd'hui, la maire de Paris ne veut pas. Elle a rejeté, justement, il a un peu rejeté la chose. Il a un peu taclé. Avec beaucoup d'ailleurs de négligence. Mais il a un peu taclé Anne Hidalgo d'ailleurs, comme ça, au passage, justement, sur le fait qu'elle n'est pas emballée par cette idée. Mais ils peuvent bien se tacler l'un l'autre, c'est les mêmes, c'est des promesses pour après et c'est des mensonges pour aujourd'hui. Nathalie Kosciusko-Morizet, avant d'entrer dans le cœur du sujet des annonces, il y a quelques minutes, à votre place, il y avait Hassen Hamou, c'est ce Marseillais de 25 ans qui a interviewé hier, qui a interrogé le président de la République. Et bon, évidemment, il disait qu'il était déçu sur le fond, mais qu'il avait trouvé le président sincère, qui lui accordait cela. Est-ce que vous aussi, vous lui accordez cela ? Écoutez, moi, je l'ai trouvé médiocre. J'ai trouvé que c'était la prestation médiocre d'un président médiocre. Au début, franchement, c'était carrément pathétique. Toute la première partie, là, un peu perso, on se demande ce que ça faisait. Et après, c'était surtout de plus en plus décalé parce que comme il avait rien à dire, il fuyait dans la petite blague. Vous savez, la recherche de sympathie comme ça, sauf que là, en ce moment, la situation est telle, la situation de la France, des Français est telle, les perspectives sont telles que les petites blagues du président de la République, stop. Voilà, j'ai trouvé que c'était un président qui était incapable de reconnaître ses erreurs et ses fautes. 2 ans et demi après, moi, président, on aurait pu avoir sur un mode différent. Moi, président, voilà ce que j'ai raté, ou en tout cas, moins d'autosatisfaction. Il a reconnu une erreur sur le chômage. Écoutez, il est venu nous présenter un genre de bilan à mi-mandat, là où il aurait pu présenter par des excuses et surtout par des changements de cap, par des propositions concrètes pour la suite. Christophe Barbier. Une émission pour rien. Attendez, pardon, juste une chose. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'ils ont mobilisé beaucoup de temps d'antenne. C'était une émission qui était vraiment à la main de l'Élysée, organisée par l'Élysée, manifestement. Enfin, c'était quelque chose qui avait été fortement demandé, beaucoup valorisé, beaucoup annoncé. Et on a l'impression que c'était encore du temps pour rien. Service civique universel, proposition faite sur la base du volontariat, mais, dit François Hollande, ça pourrait être rendu éventuellement obligatoire après un référendum. La polytechnicienne que vous êtes applaudit-elle au rétablissement d'un service national ? Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, signaler. Oui, moi, j'ai fait un service national, j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était passionnant et c'était quelque chose qui avait une valeur. Donc vous voterez oui s'il y a un référendum pour rétablir un service national civique. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, on ne sait pas de quoi on ne sait pas ce qu'ils voudraient faire. Et surtout, ils vont aller dans les écoles, ils vont aller dans les hôpitaux. Pendant 2-3 mois. Et avec quel argent ? Vous savez qu'une des raisons pour lesquelles... Il y a 2 raisons pour lesquelles on a supprimer le service militaire obligatoire. Encore une fois, moi, j'ai eu l'occasion de le vivre de l'intérieur et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Mais il y a 2 raisons pour lesquelles ça a été supprimé. D'abord, on était dans un mouvement de professionnalisation de l'armée. Les opérations extérieures, toutes les nouvelles missions de notre armée, elles s'accommodaient assez mal, si vous voulez, de toute cette génération auquel on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et puis, il n'y avait plus d'argent. Voilà. Et puis, il n'y avait plus d'argent, parce que ça coûte très cher. Donc, est-ce que aujourd'hui, on a les moyens de faire ça avec quel argent ? Est-ce qu'on a les moyens de le faire d'une manière qui ne tombe pas... Il dit que ça coûte rien, que les Français viennent donner un coup de main, les jeunes Français. Mais c'est une blague.
C'est une blague. Parlez-en à n'importe quel responsable de collectivité territoriale. Quand on vous dit il va y avoir des jeunes qui, parce qu'ils ont fait des bêtises, font des travaux d'intérêt général ou parce qu'ils ne sont pas formés, et il va falloir les intégrer, et il va falloir les encadrer. Vous croyez que ça coûte rien? C'est pas vrai. Intégrer des jeunes, leur faire faire des choses intéressantes, ça rapporte à un moment à la société. C'est vrai, il y a de la formation, c'est vrai, ça peut être intéressant, mais ça commence par coûter. J'ajoute une chose, c'est qu'une des raisons pour lesquelles le service militaire, à la fin, il y avait un vrai rejet. Non, un malaise. Il y avait les Français comme oui, il y avait un malaise. C'est que c'était pas du tout adapté pour tout le monde et c'était, on le sait bien, très injuste. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui s'organisaient pour faire des choses intéressantes, il y avait ceux qui s'organisaient pour se faire réformer, et puis il y avait ceux qui se retrouvaient dans les régiments de l'Est et pas forcément à faire des choses passionnantes. Oui, on a l'impression que ça, c'était une mesure lancée comme ça parce qu'on sait qu'il y a une nostalgie du service militaire, parce qu'on se dit qu'on a besoin à nouveau d'un creuset pour que les jeunes partagent quelque chose, mais c'est quand même pas très sérieux et pas très préparé. Il a été bon hier dans les petites attaques contre Nicolas Sarkozy. Il lui reproche de vouloir refaire le match de 2012. Attendez, on va écouter, on va regarder l'extrait. C'est pas forcément la partie. Là pour être absolument candidat. Il y a des gens qui sont candidats pour tout, à tout. Et même quand ils ont déjà été, ils veulent être encore candidats. Donc, ouais, je suis président. Ça me différencie de tous les autres. Il y a un seul président et il y a beaucoup de candidats. Christophe. Voilà, une pierre dans le jardin de Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'il rame dans sa campagne à l'intérieur de l'UMP, il rame pour convaincre les Français, il veut rejouer le match d'avant. Heureusement qu'il y a des gens qui ne se laissent pas désespérer par la situation dans laquelle François Hollande a mis la France et qui ont envie de faire des choses pour la sortir de là. Enfin, qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait avoir tellement gâché le métier que plus personne, qu'on se dise qu'après lui, plus rien n'est possible et qu'on ait envie de laisser la France dans cet état et les Français dans cette situation. C'est ça? Bah non. Sur l'emploi des seniors, il y avait le témoignage très touchant de cette femme de 60 ans qui explique qu'elle est au chômage en fin de droit, que la retraite est encore trop loin. Donc il y a une proposition du président de la République de mettre en place un contrat qui conduira à un emploi payé par l'État en complément. Qu'en pensez-vous? Vous l'avez dit, la situation de cette femme, c'est vrai que c'est des situations très difficiles parce qu'il y a quelque chose d'artificiel à chercher un emploi si on sait qu'on a très peu de chances de le trouver. C'est très dur d'être dans cette situation qui en fait est un peu... Il y a une hypocrisie, si vous voulez, dans une recherche d'emploi dont on a le sentiment qu'elle a très peu de chances d'aboutir. Mais encore un emploi aidé on sait qu'il y avait eu des annonces, c'était quoi? C'était 500 000 emplois au moment de la campagne présidentielle de 2012, que ces annonces ont absolument jamais été réalisées, que le quota d'emplois aidés qui est ouvert n'est pas rempli. C'est un artifice utilisé par la droite énormément. Ah oui, mais la droite comme la gauche. Attendez, on est d'accord. C'est-à-dire que, moi je ne vous critique pas le principe des contrats aidés. Les contrats aidés ont été utilisés par tous les gouvernements pour pouvoir accompagner en période de crise. Est-ce qu'un jour la France trouvera d'autres solutions? Des publics. Mais c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que, Encore une fois, les contrats aidés, ça accompagne des personnes qui ont du mal à remettre le pied à l'étrier. Et moi, je ne vous dis pas que c'est une solution qu'il faut complètement rejeter. Mais d'abord, il faut être clair. Ce n'est pas avec des contrats aidés qu'on fait repartir le pays. Les contrats aidés, c'est des contrats qui sont financés par la puissance publique qui nous disent que ça coûterait en collectivité. Mais non, mais ça coûte de l'argent aux contribuables. Donc c'est une solution qui est transitoire pour aider des personnes qui sont en situation difficile ou qui sont dans une situation particulière ou qu'il faut accompagner à revenir vers l'emploi. C'est en aucune manière une solution pérenne. Aujourd'hui, de toute façon, ça ne marche pas bien parce qu'on est dans une telle situation que même les contrats aidés ne trouvent pas à être entièrement remplis et on ne sait pas comment ils vont être financés. Donc on n'est pas du tout à la hauteur du cri de désespoir qui était celui, par exemple, exprimé par la chef d'entreprise. Pour elle, pour ses salariés, pour tout ce qu'elle voit autour d'elle. Elle le disait très bien d'ailleurs, elle aussi. À chaque fois que François Hollande disait « mais j'ai fait ceci, mais j'ai fait ça », elle disait « écoutez, il y a... » On n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Vous ne comprenez pas notre problème. Néanmoins, la France est calme, les gens ne se révoltent pas et ce président-là va aller jusqu'au bout de son mandat. Vous voulez faire quoi? La révolution, les pavés, les baïonnettes? Les patrons vont dans la rue à partir du 1er décembre. Ils viennent de l'annoncer, le MEDEF, une grande journée de mobilisation, une semaine de mobilisation. Ce qui est terrible, c'est que François Hollande, il a un côté été noir. C'est l'effet du mensonge. Moi, je pense, c'est l'effet du mensonge, c'est-à-dire que son discours est plein de grands mensonges pendant la campagne présidentielle et de petits mensonges. Aujourd'hui, il y a de l'habileté, on sent que
fait en sorte que ça passe, quoi, que ça passe entre les gouttes, que lui passe entre les gouttes. Mais on va nulle part. Finalement, c'était le sentiment qu'on avait hier, enfin moi que j'avais à la fin de l'émission, on disait mais mon Dieu, 2 ans et demi, ils ont été vraiment longs parce qu'on a l'impression que chaque jour c'est le cauchemar de la veille, on est englué dans ces mensonges et on dit et encore 2 ans et demi. Merci beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet, merci d'avoir réagi en direct ce matin sur iTélé. Bonne journée à vous, à suivre le journal de 8h bien sûr dans quelques instants. D'abord le temps, Thierry Fréret.